Merci. La parole est à Alain Touret pour 15 minutes. Madame la Présidente, Madame le Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, tout d'abord, merci Madame le Garde des Sceaux pour les très belles paroles que vous nous avez prodiguées avec le lyrisme qui est le vôtre. Le délit de harcèlement sexuel est une infraction relativement récente. Elle remonte à très exactement 20 années et sa paternité peut être revendiquée par une députée du Calvados, moi-même étant élu de ce département, j'y suis sensible, par Yvette Roudy, à l'occasion de la loi du 22 juillet 1992. Et il fut très vite admis que le harcèlement pouvait se traduire par plusieurs actes ou par un seul acte d'une particulière gravité. 6 ans plus tard, le 17 juin 1998, l'article L222-33 va définir les actes matériels constitutifs du harcèlement sexuel. La loi du 17 janvier 2002, je m'en souviens bien pour l'avoir votée, relative à la modernisation sociale, s'employa à redéfinir le harcèlement sexuel et à créer une nouvelle infraction, le harcèlement moral. Dans sa dernière acceptation, l'article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. On définissait donc, cela a été souligné, le harcèlement comme le fait de harceler. Les auteurs n'eurent pas de mal à stigmatiser un texte qui, selon la doctrine, semblait vouloir laisser les juges naviguer entre la charybde de la violation du principe de l'égalité et la Scylla du déni de justice, que tout cela est bien dit. Ce qui devait arriver arriva. Conseil constitutionnel, saisi par une QPC, annulé le 4 mai 2012 la loi car contraire au principe fondateur, le principe de l'égalité tel que défini par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel décidait donc, les juristes me comprendront, de casser sans renvoi, tant la violation des principes généraux du droit était grande. Il déclarait l'article 222-33 du Code pénal contraire à la Constitution, mettait un terme aux procédures judiciaires en cours, y compris aux condamnations non définitives. Le législateur a donc décidé, dans les plus brefs délais, de combler le vide juridique créé par le Conseil constitutionnel. C'est un geste fort. Il n'en reste pas moins vrai que des questions de principe d'une exceptionnelle gravité, soulignées par le président Urvoas, se trouvent posées à l'occasion de l'élaboration d'un texte trop vite travaillé, trop vite rédigé, même si chacun peut et doit comprendre les angoisses des victimes relayées par leurs associations, et ce, à juste escient. Réfléchissons un peu, comme le président Urvoas, sur la décision du Conseil constitutionnel. Les radicaux de gauche ont voté la réforme de la Constitution qui a permis, à une voix près, d'adopter le principe des questions prioritaires de constitutionnalité. Ils s'en félicitent. Mais les plus belles créations donnent parfois naissance à des monstres hybrides. La QPC devait permettre de renforcer les droits individuels, c'était cela son fondement. Le citoyen contre l'État, comme aurait pu l'écrire Alain, le grand philosophe radical. Mais en l'espèce, tout s'est fait au détriment du droit des victimes. Tout s'est fait contre les femmes victimes d'un délit dont chacun s'accorde à reconnaître son caractère inadmissible. Le Conseil constitutionnel aurait pu, comme la réforme de la garde à vue, saluée par nous tous, impartir un délai au Parlement pour légiférer tout en conservant les textes anciens. On nous a opposé le fait que d'un côté c'est le code pénal et de l'autre côté c'est le code de procédure pénale. Fadesque tout cela. Le Conseil constitutionnel a préféré innover, fragilisant ainsi notre état de droit. Et on peut trembler en imaginant ce qui se passerait si une QPC sur l'assassinat, dont on vient de changer le texte constitutif, venait à être déclaré recevable par le Conseil constitutionnel. Mes chers collègues, l'article 221.3 du Code pénal en effet introduit le guet-apens comme l'un des éléments constitutifs de l'assassinat, article 149 de la loi du 17 mai 2011, ce qui n'en manque pas de nous interpeller. Il se dit par ailleurs qu'il pourrait y avoir une QPC sur les violences. Voyons-nous toutes les conséquences de ce qui est susceptible d'arriver si on reste dans la logique du Conseil constitutionnel. Je sais bien ce que le président de la Commission des lois propose. Est-ce que, pour autant, nous pouvons saisir contre nos propres lois, voter à l'unanimité le Conseil constitutionnel d'un recours qui, par définition, viendrait à aller très au-delà du simple examen de constitutionnalité? On irait alors, à partir de ce moment-là, vers la Cour suprême, et non plus du tout vers le Conseil constitutionnel. Or, nul ne peut attaquer les décisions du Conseil constitutionnel. Il faudrait dès lors envisager une réforme de la Constitution
faute de quoi c'est notre socle juridique lui-même qui sera ébranlé. Les apports de la nouvelle loi sur le harcèlement, d'abord les éléments constitutifs. Le harcèlement est devenu, cela a été souligné, l'une des infractions les plus répandues de notre société. 5% des femmes, 10%, 20%, cela dépend des enquêtes qui sont faites, auraient à un moment donné de leur vie été victimes d'un harcèlement sexuel. Et pourtant, on ne relève que 80 condamnations. Quant au harcèlement moral, l'une des plaies de notre société, il concerne plusieurs centaines de milliers de personnes, salariées ou non, chaque année. La vie dans l'entreprise, la vie au travail sont profondément perturbées et en profondeur par le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel était défini sur le plan pénal par l'article 222-33 et sur le plan social par l'article 1153-1 du Code du travail, à savoir agissement de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit, au profit d'un tiers. Ils sont interdits. J'ai vérifié la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier les arrêts du 14 novembre 2007, qui disent que le harcèlement ne peut être caractérisé par un seul acte. La Cour de cassation affine même sa position le 26 mai 2010, en précisant la répétition inhérente à la notion même de harcèlement peut intervenir sur un court laps de temps. On allait donc de contradiction en contradiction. Le législateur voulait retenir comme élément constitutif du harcèlement un seul fait, un fait unique dont la gravité était avérée, les magistrats s'y opposaient. Les faits de harcèlement sexuel étaient punissables, eux, d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Tout se compliquait encore avec le harcèlement moral, dont l'un des éléments constitutifs peut finalement être le harcèlement sexuel. L'article 1152-1 du Code du travail définit, vous le savez, le harcèlement moral de la manière suivante. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Or, la Cour de cassation exigeait de pouvoir contrôler les faits retenus par les juges du fond et voir si ceux-ci étaient bien établis. En ce sens, l'arrêt du 24 septembre 2008. L'article 222-23-2 du Code pénal retenait la définition établie par l'article 1152-1 du Code du pénal et punissait l'infraction de harcèlement moral d'une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende. Code pénal et Code du travail, et c'est ce qui a nécessité tout à l'heure la présence de Monsieur le ministre Sapin, se chevauchaient lorsqu'ils ne se contredisaient pas. Certes, les définitions du harcèlement sexuel dans le Code pénal et dans le Code du travail étaient identiques. Les définitions du harcèlement moral dans le Code pénal et dans le Code du travail étaient identiques, mais la définition même du harcèlement n'était pas trouvée avec un socle commun au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Il fallait donc, à l'évidence, revoir l'ensemble de la législation touchant au harcèlement, en établissant un tronc commun autour du harcèlement lui-même, avec 2 déclinaisons, l'une assez globale sur le harcèlement moral, l'autre beaucoup plus précise sur le harcèlement sexuel. Il n'a pu en être ainsi, du seul fait du vide juridique insupportable créé par le Conseil constitutionnel. Il nous fallait donc faire une loi que nous nous sommes engagés à ne plus jamais faire. Rédiger une loi dans la précipitation, une loi qui touche aux droits fondamentaux de centaines de milliers de personnes, une loi sur l'atteinte aux droits des personnes, ce qui est tout de même plus important que l'atteinte aux droits de propriété. Nous sommes arrivés à voter un texte à l'unanimité, tant au Sénat qu'à la commission des lois de l'Assemblée. C'est un geste politique fort, mes chers collègues, mais ce n'est pas la garantie d'une bonne législation. Prenons donc l'engagement que c'est la dernière fois que nous légiférerons ainsi. Mais le texte sur le harcèlement, Madame le garde des Sceaux, est un véritable progrès par rapport à la législation antérieure et je tiens à remercier Mesdames les ministres qui sont là et Madame la rapporteure. Quels sont les progrès de la loi? La définition même du harcèlement est désormais précise. Son élément matériel répond aux exigences du Conseil constitutionnel. Les moyens utilisés, propos, ordres, menaces, contraintes, permettent aux juges de sanctionner en fonction d'éléments désormais précisés dans leur matérialité et dans leur but, à savoir situation intimidante, hostile ou offensante. Si bien que désormais nous avons une base même de l'élément matériel du délit. La différence est désormais bien établie entre la répétition des actes et l'agissement unique, pour lequel est retenu le caractère constitutif de gravité qu'il appartiendra au juge de définir, pour permettre le contrôle voulu par la Cour de cassation qui ne manquera pas de le rappeler. Mais le législateur n'a pas voulu hiérarchiser les infractions
Madame la ministre, et vous avez eu raison de ne pas vouloir hiérarchiser entre d'un côté la répétition et de l'autre côté l'acte unique d'une certaine gravité. La nouvelle définition de l'article 1152.1 du Code du travail est précise et la référence à l'article 222.3.2 du Code pénal est désormais exempte d'ambiguïté. Les termes de la nouvelle loi française sont à l'évidence inspirés des directives européennes, qui, il est vrai, sont plus préoccupées, et c'est un sujet de réflexion pour nous, par la discrimination que par le harcèlement. On voit là toute l'influence du droit anglo-saxon. C'est sans doute une garantie par rapport aux éventuels recours devant la Cour européenne de justice. Nous avons voulu étendre le domaine de la loi au monde du travail et à la fonction publique, et nous avons eu raison. Certains auraient aimé que l'on aille au-delà, au monde sportif, au monde de l'enseignement supérieur, pourquoi pas au monde carcéral dont il a été si bien parlé tout à l'heure, alors que l'on sait un peu toutes les violations de la personne qui sont commises dans le monde carcéral. Vous nous avez assuré, mesdames les ministres, que des circulaires seront prises en ce sens, car l'information doit toujours précéder la répression. On ne peut que noter l'interaction permanente entre les affaires portées devant la juridiction prud'homale et devant la juridiction répressive. La possibilité de saisir soit la voie pénale, soit la voie civile, devrait inciter la chancellerie à demander aux différents conseils de prud'homme d'informer les parquets en cas de saisine de dossiers de harcèlement. Il faut absolument qu'il y ait une passerelle qui puisse exister entre les juridictions sociales et les juridictions pénales, ce qui permettrait, dans l'idéal, mais ne rêvons pas trop, aux parquets, à ses avocats généraux, à ses procureurs, à ses substituts, de prendre des réquisitions civiles devant les conseils de prud'homme, alors que le parquet a déserté nos conseils de prud'homme sur des faits aussi graves. Je tiens à remercier par ailleurs Madame le garde des Sceaux et Madame le rapporteur d'avoir bien voulu prendre en compte l'examen de deux propositions que j'ai faites. Au sein de l'entreprise, le rôle de prévention et de dénonciation est, selon le texte, réservé aux délégués du personnel. Il doit être étendu à l'ensemble des représentants du personnel, ce qui inclut les délégués syndicaux, les membres du CHSCT, les membres du comité d'entreprise et d'établissement. Je connais la position de Madame la rapporteure, qui a un peu évolué, je lui dis de manière très sympathique, mais enfin, je comprends les impératifs qu'un rapporteur a avec un membre du gouvernement. Je crois quand même que c'est un progrès que de ne pas se limiter aux délégués du personnel, car nous avons des entreprises où il n'y a pas de délégués du personnel, où il y a des délégués syndicaux, et ceux-ci seraient alors privés des différents droits auprès des personnes harcelées, alors même qu'elles ont besoin d'une aide à ce niveau-là. Nous légiférons, je le sais bien, dans l'urgence. Vous m'expliquez qu'il est, on s'expliquera tout à l'heure là-dessus, vous m'expliquez qu'il ne faut pas aller contre ce qui va éventuellement se faire dans la révision du Code du travail et dans le cadre de la concertation qui doit s'établir avec les différentes organisations syndicales. Mais je crois que vous perdez une occasion, Madame la rapporteure, je vous le dis, vous perdez une occasion. Je ne désespère pas d'arriver à vous convaincre. Quant aux sanctions, il faut rappeler que les peines étaient identiques en ce qui concerne harcèlement moral et harcèlement sexuel. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. L'article 1 du texte prévoit désormais pour le harcèlement sexuel des peines de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, en cas de circonstances aggravantes de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il eût été incompréhensible que des peines identiques ne soient pas prévues pour le harcèlement moral. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce point, Madame le garde des Sceaux, puisque c'est à la suite d'une discussion que nous avons eue ensemble à la chancellerie que vous m'avez assuré de votre appui, et j'ai bien vu l'amendement du gouvernement à ce sujet, ce qui me rassure. Donc il fallait un rééquilibrage à ce niveau-là, de manière à prendre en compte le fléau du harcèlement moral et les dégâts considérables qu'il cause dans notre société. Une dernière observation, le principe de non-rétroactivité doit rester un fondement incontournable de notre droit. Lorsque le législateur édicte des lois plus contraignantes, ce qui est le cas, et non pas des lois plus douces. Donc j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit sur ce principe. Je comprends que cela cause un problème fondamental à un certain nombre de victimes, mais ce principe est fondamental et créateur de l'état de droit de notre société. Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre, les radicaux voteront tous ce texte qui, je l'espère, trouvera l'unanimité de la représentation nationale. Je vous remercie.